Bienvenue dans Be Mindset, le podcast qui explore le mouvement du corps et de l'esprit, la santé naturelle, le développement personnel, la préparation physique et mentale ainsi que la performance. Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers la compréhension du corps humain. Je suis Alexandre Maffre, fondateur de Be Mind Coaching. Riche de 10 ans d'expérience en tant que coach sportif et mental et préparateur physique de sportifs professionnels, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts, de coachs, de thérapeutes, de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs et des personnes au récit de vie incroyables. Si comme moi, vous avez soif de comprendre, de découvrir et d'explorer votre plein potentiel, ce podcast est fait pour vous. Alors, prêt à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous? Si c'est le cas, installez-vous et bon voyage. Salut les Be-Minders et bienvenue dans ce deuxième épisode de Be Mindset. Dans ce deuxième épisode, je reçois Stéphane Toureau, vice-champion du monde d'apnée en 2016, mais également membre de l'équipe de France d'apnée. Imaginez plonger avec nous dans des profondeurs de la préparation mentale et physique. Stéphane m'a partagé comment l'apnée se révèle être un outil puissant, non seulement pour optimiser ma santé naturelle, mais aussi pour affronter des défis tels que les crises d'asthme, les crises d'anxiété ou les chocs post-traumatiques. Je trouve ça fascinant de voir comment l'apnée s'insère dans des domaines de la thérapie et du sport santé. Stéphane m'a ouvert la porte sur ces techniques de préparation mentale et de respiration, des pratiques qui transcendent sa vie quotidienne jusqu'aux compétitions où il plonge à plus de 115 mètres de profondeur, restant en apnée pendant plus de 4 minutes. C'est bien plus qu'un sport pour lui. Il le considère comme une méditation active, une introspection profonde de l'âme. Au-delà des performances physiques, il m'a emmené dans ses voyages intérieurs et évolutions permis par cette discipline. Dans cet épisode, j'ai aussi découvert son point de vue sur la nutrition et le régime alimentaire qui le maintient au sommet de sa discipline. Il ne s'arrête pas là. Stéphane m'a guidé à travers la dimension impalpable de sa spiritualité et de sa connexion profonde avec la nature. Dans cet épisode, on va au-delà des conseils ordinaires et on plonge en profondeur pour optimiser notre santé naturelle et stimuler notre croissance intérieure. Alors, si tout ceci t'inspire, je t'invite à t'installer confortablement, prendre des notes, et ensemble, plongeons dans le deuxième épisode de Be Mindset. Salut Stéphane, écoute, je te remercie de ta disponibilité, de ta présence. Pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir t'accueillir pour que tu puisses nous parler un peu de toi, de ton parcours de sportif, mais pas que. Qu'on puisse échanger un petit peu autour d'une discussion sympathique sur le bien-être, le mouvement, toutes les dimensions un peu holistiques que peuvent comprendre l'être humain et le sportif que tu es, et comprendre un petit peu ton parcours. Écoute, merci déjà de m'accueillir et puis de pouvoir partager ça aussi, parce que je pense qu'on a tous à échanger aussi. Moi, j'apprends aussi de tout le monde. Et moi, j'ai un parcours atypique parce que je suis un poisson d'eau douce. J'ai évolué entre lac et montagne. D'abord, découvrir la mer avec mes parents en vacances en Corse. Et après, dans les lacs, évidemment, où il y avait personne qui pratiquait. J'étais un petit peu le poisson étrange de la région. Il a fallu initier mes copains pour que je puisse pratiquer l'apnée. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire parce que j'avais pas forcément l'encadrement. Ouais. Il a fallu construire ça sur place en me formant, en apprenant des autres aussi, du sud. Je suis allé dans le sud aussi pour me former. L'apnée et la mer a toujours été là, mais elle s'est vraiment construite à l'adolescence où j'ai commencé à m'immerger. Et c'est revenu vraiment sérieusement à l'âge de 19 ans où j'ai fait la rencontre de Ron Rasso qui m'a dit de venir à Nice pour rencontrer les athlètes. Et c'est là qu'ils m'ont dit, il faut développer l'activité dans ta région si tu veux pouvoir t'entraîner. Et voilà, donc j'ai participé à ça. Et j'ai dû m'entourer d'un préparateur mental qui m'a contacté, qui m'a dit, il y a un truc à faire avec l'apnée parce que il y a tout à faire. Et moi, je connaissais très peu. Je connaissais pas les bases de la préparation physique, de la préparation sportive, ni même de la nutrition. Donc, il m'a orienté sur qui aller voir, comment m'entourer. J'ai créé un team pour pouvoir me structurer, en fait. Et j'ai appris sur le tas.
tout ce qu'il fallait savoir, on va dire. De là, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. J'ai fait mes premières sélections en équipe de France en 2011. En 2016, j'ai été vice-champion du monde et c'était là que, après 5 ans de rame pour essayer de vivre de mon sport, j'ai pu créer ma société en 2017, où maintenant je vis des sponsors. Et je suis content parce qu'avec l'engouement que prend l'apnée au niveau international, les sponsors aussi, de plus en plus de jeunes maintenant arrivent à trouver des fonds pour s'entraîner. Et pour nous, c'est vraiment ouais, un énorme changement, quoi. Donc voilà, je suis content de voir l'apnée prendre cette ampleur. Un parcours de sportif, un parcours d'entrepreneur aussi maintenant? Oui, oui, oui. Bon, après, l'entrepreneuriat, on l'a tous, hein. On est obligé de créer une société pour pouvoir recevoir les sponsors et pour pouvoir partager les expériences, aussi vendre notre image. Euh, voilà, après, je pense il y a la performance et ça est complémentaire parce que on a quand même la chance, enfin, en profondeur, d'avoir du temps libre. Moi, je plonge sur une profondeur de 121 mètres maintenant. Et en dehors de ça, ça nous explose parce qu'on est fracassé à l'après-midi. Il faut arriver à trouver l'énergie après pour le reste, mais on n'a pas des volumes d'entraînement comme peuvent avoir les triathlètes, quoi. D'ailleurs, c'est quoi un volume d'entraînement pour un apnéiste de ton niveau? Alors c'est très variable évidemment parce que il y a des périodes hivernales où on a beaucoup de volume d'entraînement. Moi, là où le plus gros volume, c'est généralement entre février et avril. C'est 3 mois assez intensifs parce que là, on va monter en charge de volume d'entraînement. Donc, entre la muscu, le cardio, les entraînements en piscine s'il y a la piscine, sinon c'est des entraînements apnée ou des exercices en mer. Et ça, jumelé la profondeur parce que la profondeur, on va dire, c'est ce qui coûte le plus cher en termes d'énergie et ce qui dépense le plus parce que ça dure 3 minutes. Mais par contre, derrière, on a une désaturation, on a l'azote qui rentre en jeu. Et ça fatigue le système nerveux. Donc, il faut arriver à jongler avec la musculation qui sollicite déjà pas mal le système nerveux, mais en plus avec l'apnée. Et donc, on peut avoir des fatigues nerveuses si on en fait trop. Donc, il faut vraiment arriver à gérer sur tous les tableaux. Et puis, évidemment, quand on arrive vers le spécifique, vers les compétitions profondeur, évidemment, ça allège énormément parce on a très peu de fond, très peu de muscu et on fait que plonger profond. Donc, on a beaucoup de temps libre. Paradoxalement, c'est en compétition où j'ai l'impression d'être en vacances et où finalement on a du temps pour communiquer sur les réseaux sociaux aussi. On reviendra un peu plus spécifiquement sur la partie prépa physique si tu veux bien. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur une question de base pour moi qui est l'essence même de ton activité. C'est quoi l'apnée et qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique? Alors l'apnée, c'est tout simplement retenir son souffle. C'est pas retenir sa respiration parce que ça on peut pas. La respiration, elle continue même quand on est en apnée. Il faut savoir qu'on a des échanges gazeux qui continuent pendant qu'on plonge. Donc évidemment, c'est le souffle qu'on retient et c'est surtout, ça nous permet de nous recentrer. C'est une activité qui nous oblige à être dans l'efficience, à être dans l'économie du mouvement et à ressentir son corps. Voilà. Et c'est cette efficience physiologique et c'est ce ressenti-là qui va transcender plein de choses parce que dans la vie de tous les jours, on a une hyperactivité mentale non-stop, on se projette tout le temps et l'apnée nous oblige à nous recentrer dans l'instant présent. Donc c'est une méditation, on va dire, active, de recentration et de concentration. Donc c'est pour ça que ça aide énormément de gens, aussi des gens qui sont en choc post-traumatique. Là, je me suis rapproché d'une association qui aide les humanitaires justement à se sortir des périodes difficiles. Et l'apnée est en train de prendre une ampleur importante sur le plan sport santé, parce que aussi tous les apports qu'il y a sur l'asthme, sur les problèmes d'asthme, sur les crises d'anxiété. Ma chérie d'ailleurs avait des crises d'anxiété et puis des difficultés au niveau du sommeil et l'apnée lui a beaucoup apporté, quoi. Est-ce que tout le monde a des phases d'apnée dans son quotidien? Je pense pas assez. C'est un paradoxe parce qu'il faut savoir bien ventiler aussi quand on en a besoin et il faut savoir justement retenir son souffle parce que il y a aussi une phase, beaucoup de monde qui sont plutôt
dans une hyperventilation chronique. On a tendance à trop ventiler tout le temps, ce qui fait qu'on perd quelque part ces adaptations au CO2. Et c'est ces adaptations au CO2 qui sont vraiment vitales pour notre corps. On s'aperçoit que l'oxygène et le relâchement et tout ce qui est au niveau hormonal est aussi en lien avec le CO2. Donc il faut jouer avec, et que ce soit de la marche afghane, c'est-à-dire de faire des rétentions d'air, X temps pendant 10 minutes, de monter sur l'envie de respirer, de faire de la natation quand on va nager, de faire du 5, 6, 7, 8 ans, de jouer à justement rentrer dans cette zone-là pour s'acclimater, c'est vraiment important. Et après, évidemment, les exercices hyperventilatoires qui peuvent nous apporter énormément de relâchement, énormément de bien-être, aussi débloquer plein de choses. Euh, je le dis, hein, c'est au niveau hormonal, physiologique, les hormones du bonheur aussi. Tout ça sont déclenchés grâce à l'apnée et à ce travail-là. Moi, on s'en rend moins compte, les apnéistes, parce qu'on est vraiment dans notre métier, on est vraiment dans ce truc-là. Et on se rend pas compte de tous les bénéfices parce on en fait tout le temps. Ouais. Et je pense que les bénéfices, ceux qui le perçoivent le plus, ce sont ceux qui commencent l'apnée tardivement et qui réalisent tout ça. Je prends l'exemple de Tristan, un ami qui est sur Tenerife, s'il m'entend, qui lui justement avait des troubles liés à une mauvaise expérience sur le terrain en tant que travailleur humanitaire. Et en quelques semaines, il avait déjà eu des effets positifs avec l'apnée. Ouais. Quels sont les premiers effets positifs de l'apnée? Ouais, une sensation de bien-être et de bonheur. C'est vraiment c'est très addictif comme sport parce que justement ça nous apporte énormément de bien-être après une séance. On se sent vraiment comme dans du coton. Et je dirais que ça c'est la première. Après, évidemment, après la reprise ventilatoire, il y a le retour veineux dans les jambes, dans les bras, et là ça fait vraiment une sensation très agréable. Et c'est quelque chose qui dure dans le temps. Ça, c'est important parce que l'apnée, l'avantage de l'apnée, c'est un des rares sports où on peut s'arrêter pendant quelques mois et on perd pas. C'est pas comme la natation où t'arrêtes une semaine ou deux et là, tu comprends vraiment la différence. L'apnée, t'arrêtes l'apnée statique, par exemple, 3 mois, tu reprends, t'es pratiquement au même niveau, quoi. Et ça, je trouve ça quand même assez magique. La mémoire du corps sur l'apnée est assez profonde. Peut-être parce que justement, ça intègre beaucoup euh, de paramètres et physiologiques, Ouais. que ce soit au niveau vasculaire, que ce soit au niveau nerveux, que ce soit au niveau des organes vitaux aussi. Toute cette mémoire-là, elle est bien enregistrée. Ouais. Pour toi, la pratique de l'apnée, c'est indispensable pour toute personne qui voudrait améliorer sa santé, son bien-être ou ses performances. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est accessible à tous et en plus pour pas longtemps parce qu'il y a des exercices très courts qui sont très efficaces à mettre en place à travers l'apnée, qui peuvent même être inclus dans d'autres activités sportives et ça facilite quand même vraiment l'accès. Donc non, il n'y a pas besoin d'être un champion d'apnée pour avoir les bénéfices. Tout le monde peut le faire déjà dans son lit ou en allant se promener, quoi. Tu sais, je pense que dans l'inconscient collectif, le fait de faire des rétentions d'air, le fait d'arrêter de respirer, pour les gens, c'est aussi un peu synonyme de il va m'arriver quelque chose, je vais mourir. Donc, je pense qu'il y a des craintes autour de ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne afin de lui faire comprendre que, au final, l'apnée c'est plutôt bénéfique pour améliorer son capital santé? Eh bien, tout simplement parce que on continue de respirer. En fait, la respiration, elle dure très longtemps encore derrière. Si on respire plus, on est mort. C'est le bout du bout. C'est au-delà de la syncope, c'est au-delà de voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'anoxie. Donc là, il y a vraiment plus d'oxygène, quoi. Donc non, la respiration, elle continue parce que tant qu'il y a de l'oxygène dans le corps, il est utilisé. Et avant qu'il n'y en ait plus, il y a de l'eau, il peut y avoir de l'eau qui coule sous les ponts, quoi. Ouais. Mais du coup, avant, il y a une phase d'envie de respirer. Donc, c'est surtout l'envie de respirer qu'on a l'impression qui est angoissogène. Mais c'est justement là-dedans où il faut travailler. C'est Ok. cette zone de CO2. En fait, le CO2, pour expliquer physiologiquement, je pense que le fait d'expliquer physiologiquement, déjà, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Le CO2 acidifie le sang et nos capteurs, nos chémorécepteurs du corps Ok. captent cette acidité du sang. Donc en fait, il ne capte pas le CO2 lui-même, il capte l'acidité du sang qui est liée au CO2.
En partie. Alors évidemment, tu vas me dire, si on mange mal et qu'on acidifie notre corps, eh ben, on va avoir un peu plus envie de respirer. Voilà, donc il y a des gens qui sont un peu plus sensibles parce qu'ils ont une acidité aussi interne. Euh, donc tout ça fait que l'envie de respirer déclenche des réflexes qui sont respiratoires. Ça peut être le diaphragme qui veut vouloir commencer à bouger pour essayer de lancer la machine, pour dire, oh là là, ça chauffe, attention, j'ai envie de respirer. Il va nous ordonner de demander à respirer. Et le fait de rentrer dans cette zone et de commencer à dire à notre corps, t'inquiète pas, tout va bien, ça va bien se passer, bah, il encaisse, il apprend et après il s'adapte. Et il crée des belles adaptations qui sont la vascularisation du cerveau. La vascularisation, il va développer la vascularisation aussi pulmonaire. Et c'est des symptômes qu'on peut revoir tout de suite après une adaptation en altitude. Euh, Ça va être également de ralentir le cœur, il va ralentir le métabolisme. Il y a la rate également qui va travailler. Donc la rate va lâcher des globules rouges pour pouvoir transporter cet oxygène. Donc il y a tellement de phénomènes qui rentrent en jeu pour nous protéger qu'en fait on peut tenir super longtemps. Je voudrais revenir sur un point que tu viens d'évoquer qui est assez ouf. C'est il y a un lien entre comment je respire et comment je mange. Ou à l'inverse, comment je mange et comment je respire. Eh ben, tout simplement, c'est ce que je redis, c'est que l'acidité corporelle acidifie plus facilement notre sang et donc on va être plus sensible à cette sensation, à cette sensibilité de l'envie de respirer. Si on cumule par-dessus des apnées ou des petites rétentions, bah forcément on va se sentir essoufflé, voilà, un peu plus. Donc, je pense que l'alimentation aussi, un jeu. Alors, évidemment, ça fait pas tout. Il faut la pratique sportive, il faut la nutrition et il faut aussi la respiration. Je pense que c'est trois choses qui sont à travailler. Quand je dis respiration, j'inclus également l'apnée. Mais à mon sens, quand on a le triptyque respiration, nutrition et sport, voilà, c'est magique. Parce que là, du coup, on a quand même quelque chose de puissant pour pouvoir faire des belles progressions. Tout à l'heure, tu disais que le fait de pratiquer l'apnée, c'était un peu comme une forme d'introspection, une forme de méditation. Qu'est-ce que tu as pu découvrir sur toi grâce à la pratique de l'apnée? Alors moi beaucoup parce que j'avais des troubles de la concentration, une hyperactivité mentale très très forte. J'avais des difficultés à suivre une conversation ou des cours à plus de 5 minutes euh, parce que j'étais tout le temps dans mes rêves et je pense qu'il y avait aussi une notion de facilité peut-être à fuir un petit peu, à partir dans mes rêves. Et l'apnée m'a permis de comprendre que il faut se recentrer pour être bien et pour être économique et pour être vivre pleinement ce qui se passe. Le fait d'aller dans le développement personnel, de me faire coacher par un préparateur mental et puis de lire également sur tout ce qui est pleine conscience m'a permis de progresser sur beaucoup de plans. C'est surtout se recentrer dans l'instant présent, d'utiliser les 5 sens pour revenir dans l'élément. Et au final, après 10 ans de préparation mentale avec mon coach, je lui ai dit tout ça pour apprendre qu'en fait, il faut être dans le présent. On, on a fait 36 000 exercices différents. On a fait de l'hypnose, on a fait tout ça, mais au final, le cœur, il est là. Le cœur du développement personnel, tout simplement d'être sur les 5 sens, d'être dans le toucher, l'observation, le ressenti, et d'être pleinement dans son corps. Et je reprends la phrase d'Edgar Tolle qui disait si vous voulez pas qu'il y ait des intrus dans votre maison, il faut être présent. Et plus on est présent dans notre corps et plus on en prend le plein pouvoir. Donc voilà, il faut revenir là-dessus. Et la pleine conscience m'a permis justement de gérer. Enfin, le fait d'être plus présent m'a permis de minimiser, de réduire le volume de pensée et d'être beaucoup plus efficient et efficace dans mes objectifs et dans mes rêves, dans mes projets. Sinon, on s'égare, on crée des images, on crée des peurs, on crée des croyances. Et c'est le fait d'être dans le présent, on déconstruit ces croyances pour vivre pleinement et surtout accueillir tout ce qui peut nous arriver. Tu parles beaucoup d'être dans le présent, tu as bossé avec un préparateur mental. Est-ce que tu as des éventuels exercices à nous proposer afin d'être un peu plus dans le présent et un peu plus serein? Bah, il y en a plusieurs. Après, je pense que bon, la pratique de la méditation, c'est bien. Après, c'est s'y tenir. Il y a toujours ce truc-là de dire bon, il faut lancer cette routine. Mais après, il y a toujours un moyen de lancer les routines, de dire pour que ça devienne quelque chose de naturel et de normal. C'est déjà c'est pas de s'imposer un temps ou une durée. C'est juste même si c'est 2 minutes, juste respirer, ressentir sa respiration. Déjà,
Déjà, c'est déjà ça. Et puis après, si on est bien, on poursuit. Ça peut durer 2, 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grave. Mais au moins, on a fait, on a lancé l'intention. Je pense que c'est ça, surtout, c'est, comme on dit souvent pour lancer les process, même juste de le commencer, en fait. Il faut juste le commencer pour pouvoir l'ancrer. Ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième, c'est juste d'avoir confiance de sa conscience. C'est difficile à concevoir, mais c'est de se voir penser et c'est de se voir, s'observer en fait. Donc, d'observer son état de conscience. Est-ce qu'il est très bon? Est-ce qu'il est pas bon? Quand je marche dans la rue ou quand je vais aller me balader en forêt, de commencer à être juste à l'écoute et de percevoir ce qui se passe dans mon corps, de ressentir mes pas, d'écouter les sons, d'être en hypervigilance. Et en fait, le fait d'avoir ces petits moments-là dans la journée le plus possible, que ce soit en prenant sa douche, que ce soit en cuisinant, sur des choses simples, en fait, on a tendance à avoir notre esprit qui part. Et plus on va vers des tâches qui sont très répétitives ou très simples pour nous, plus il est difficile de se recentrer dedans. Par exemple, la conduite. Quand on est en conduit en voiture, hein, c'est très difficile de se concentrer vraiment sur la route parce qu'on est tout le temps dans nos pensées. C'est tellement un chemin habituel. Euh, mais le fait de le faire, par contre, d'avoir ces moments de conscience le plus possible dans la journée, en fait qu'on est plus notre propre, on est capable de se voir dans notre propre miroir. Je pense que ça devient intéressant. Après, évidemment, je fais une parenthèse importante hein, Ouais. attention là-dessus, c'est que n'oubliez pas que vous allez forcément, si vous développez ça, vous allez forcément développer aussi votre capacité de jugement. C'est-à-dire que plus on a cette capacité et plus on va être capable de se voir, et donc plus on aura l'impression d'être trop dans nos pensées. Alors c'est un jugement qui est tronqué. C'est juste parce qu'on a plus conscience que l'on pense beaucoup, Ouais. le fait d'être plus en conscience. Voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais voilà. Donc, je dirais, il y a plusieurs états de conscience et le fait de s'observer déjà, je pense que c'est déjà quelque chose de vraiment important. Le fait de se poser, de se concentrer sur sa respiration et de voir comment on respire, c'est déjà en soi un premier exercice. Ouais. Et puis de faire son sport ou son activité sportive en conscience le plus possible. D'être vraiment, non, qu'est-ce qui se passe, quoi. Surtout si c'est un mouvement très répétitif. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi que manger, ça peut être un exercice de pleine conscience? En conscience. Ça, je le fais pas assez. C'est vrai que en fait, le cerveau, il a tendance à fonctionner par programme. Et quand on utilise beaucoup les mêmes programmes, c'est-à-dire quand on fait des choses un peu répétitives, le cerveau il a tendance à utiliser des autoroutes neuronales pour pouvoir utiliser le moins d'énergie possible pour effectuer une tâche demandée. Donc pour éviter d'être trop dans la monotonie et qui partent ensuite dans toutes ses pensées, c'est vrai qu'il est intéressant de mettre en place soit des pratiques nouvelles, donc essayer des nouvelles activités. On voit que quand on est sur une nouvelle activité et qu'on découvre quelque chose, souvent on a tendance à être très focus et on pense qu'à ça, ou alors éventuellement à mettre de la conscience sur ce que l'on fait. Ça évite au cerveau de partir dans tous ces schémas de pensée habituels et d'être vraiment focus et d'améliorer notre bien-être. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai mis en place certaines habitudes comme la respiration, le travail en conscience et d'autres techniques, j'ai le cerveau qui arrive vraiment à être plus focus, plus concentré plus longtemps et ça me fait vraiment du bien. En tout cas, ouais. Après, c'est voilà, juste d'inclure de plus en plus au fil des jours des moments de conscience. C'est quel que soit l'environnement dans lequel on est, et je pense que ça c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire, et la respiration est un super outil puisque justement la respiration permet juste d'augmenter évidemment cet état de conscience. Ouais. Est-ce que tu as des exercices de respiration que tu as pu apprendre à travers ta pratique de l'apnée en entraînement ou à travers les différentes sessions de préparation mentale que tu as pu faire pour apprendre à mieux gérer son stress, à se détendre ou à être plus concentré? Ouais, après, bah, moi, c'est de la respiration nasale, parce qu'on sait aussi que ça développe c'est acide nitrique, non, je sais plus. Et donc, elle fait partie aussi des
des substances qui permettent de booster ses performances, on va dire, cognitives. Donc, je dirais c'est une respiration nasale, lente, très profonde. Expiration lente, un peu une respiration carrée, mais très progressive. Et ça, je fais ça pendant plusieurs minutes avant une apnée pour vraiment relâcher l'ensemble du corps. Et juste après ça, je fais un exercice de pleine conscience, juste d'être présent, d'observer, de voir ce qui se passe. Euh, et à ce moment-là, après, je suis bien et je suis pas prêt pour partir sur ma plongée. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire même juste si j'ai du temps, par exemple, je peux même clipper mon mousqueton sur la ligne avant de plonger. Et je peux juste me caler sur la ligne et puis faire cet exercice-là aussi. Et, Après, évidemment, avant de partir, on peut pas hyperventiler. Donc, parce que pour des questions physiologiques, la performance en apnée, il faut pas ventiler. Il faut garder justement suffisamment de CO2 pour être performant. Donc, il y a un juste milieu. Il y a 5 minutes avant de plonger pendant lesquelles on est en ventilation vraiment neutre, quoi. Est-ce que tu connais le test de Bolt? Non. C'est un test respiratoire qui a été mis en place pour savoir si on a une respiration fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Euh, et donc en gros, c'est un test à travers lequel on arrive à déterminer le nombre de cycles de respiration que l'on fait par minute. D'accord. Est-ce que toi, tu connais ton nombre de respirations que tu fais par minute? Ah oui, ben avec la bague aussi, je le dis. Je les ah, prends. t'as la bague connectée là? Bah, tu sais quoi? Je vais regarder. Je vais te dire. Euh, attends. Qu'est-ce qu'elle dit? Tac. Euh, variabilité. Fréquence respiratoire. Donc hier, j'étais à 13,6. C'est élevé, hein, parce que je crois que j'étais plus bas. Normalement, quand je suis performant et je suis bien entraîné, ouais, je suis à 13. Je remonte dans le temps. 12, entre 12 et 13, ouais. Ouais, c'est ça. Donc le test de Bolt, il dit que pour une respiration fonctionnelle, on se situe entre 8 et 12, 13 respirations par minute. Au-delà de ça, c'est qu'on respire trop et on commence à générer du stress oxydatif. Donc c'est à partir de là où on commence à avoir d'autres problèmes de santé qui viennent, du genre des inflammations, des problèmes digestifs, etc. Là, d'ailleurs, il en parle, James, enfin, c'est James Nestor, non, c'est Ah, James, ouais. hein? Oui, c'est Ouais, ça, c'est ça. c'est ça, ouais. Donc, j'ai lu le bouquin Respire, mais ça aussi, franchement, c'est une bible, hein. J'ai jamais autant appris sur la respiration en lisant ce bouquin, et je pense que pour les apnéistes, c'est extrêmement important de le lire encore plus, Ouais. parce que on ne comprend pas, on ne connaît pas ces choses-là, parce que pour nous, ça semble tellement naturel qu'on ne se rend pas compte que ceux qui ne font pas d'apnée, en fait, le vivent tous les jours, ces difficultés. Et, mais en tout cas, de pouvoir le comprendre, je trouve, pour un instructeur, surtout, un instructeur d'apnée, c'est vraiment important que quand il reçoit un élève, il se rende compte des difficultés que peut avoir ces personnes et puis du bienfait qu'il peut lui-même apporter à ses élèves. Euh, c'est un bouquin que je conseille beaucoup, ouais, aux instructeurs d'apnée. Oui, il est vraiment top ce bouquin de James Nestor. À ça, j'aime bien aussi l'approche de Patrick McKeown. Tu connais? Non, Il a écrit un bouquin et rédigé une méthode qui s'appelle Oxygen Advantage, qui est destinée aux sportifs. Donc à travers ce programme, c'est optimiser sa respiration pour pouvoir optimiser ses performances sportives. Donc à l'occasion, je t'invite à aller creuser un petit peu de ce côté-là. Mais sinon, toi, quelle relation t'entretiens avec ta respiration au quotidien? par exemple, je peux avoir des moments de besoin de respirer en fait, parce que des fois, je suis un peu trop peut-être en apnée. Et, tu vois, cette sensation de bien-être aussi, peut-être parce que quand il y a des moments de stress, des moments aussi où je pense à plein de trucs et puis j'ai plein de trucs à gérer et j'ai besoin d'évacuer. Donc ouais, la respiration, là, j'en prends conscience aussi. J'en prends conscience également quand je peux être amené à faire un effort. Je peux être conscient aussi par exemple,
à quel moment, dans un effort, si tu veux, la ventilation s'installe? Est-ce qu'elle s'installe tout de suite, j'ai besoin de ventiler, ou est-ce que au contraire, je suis tranquille et je peux continuer l'effort et l'accélération de la ventilation arrive un peu plus tard? Ça, c'est des signes de forme aussi, savoir si je suis en forme ou si je suis cramé. Bon, après, je note tout, hein, mais je suis assez à l'écoute de ça. Alors évidemment, on n'est jamais assez à l'écoute. Moi, je trouve que des fois, je suis pas assez à l'écoute de ma respiration, mais c'est parce que c'est à mon niveau. Ouais. Euh, voilà. On a tous de toute façon des couches à enlever, hein. C'est comme les poupées russes, c'est jamais fini, hein. Pour revenir sur la partie prépa mentale, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place, mises en pratique pour pouvoir améliorer ton quotidien? Bah, c'est d'accepter les signes, d'accepter. Je pense que c'est plus. Moi, j'aime bien l'approche qu'avait mon préparateur mental, parce que je pense que dans la préparation mentale, ça inclut. Enfin, j'aime pas du. D'ailleurs, on n'aime pas le mot préparation mentale, parce qu'au final, ouais, on essaye plutôt de le couper que que de le préparer. Euh, mais en gros, il y a la spiritualité et il y a le physique. Et en fait, c'est deux choses vraiment. Il y a l'ancrage, on va dire, à la terre, vraiment le côté très matériel des choses et analytique. Et il y a le côté vraiment plus spirituel, ouverture, conscience globale, extrasensorielle, toutes ces choses-là, en fait, sur lesquelles on peut se poser des questions sur l'aspect de la vie, sur la notion de tout ça. Et je pense que la préparation mentale, en fait, elle est au milieu de ça et que, il y a des athlètes qui sont trop dans la matière et qui ont besoin justement d'un peu plus de spiritualité et des athlètes qui sont peut-être un peu trop hauts justement dans la spiritualité qu'il faut revenir réancrer au sol. Et je pense que la notion, je dirais, du développement personnel, le top du développement personnel, c'est d'être au milieu de ça et d'arriver à prendre des deux. Toujours d'être dans cet équilibre et jamais trop dans l'un ou dans l'autre. Et ça veut dire aussi s'ouvrir à la conscience, Mhm. s'ouvrir aussi à notre capacité de perception et à notre capacité intuitive. Euh, Tout simplement parce qu'à partir du moment où on est capable de se concentrer dans l'instant présent, on est capable de percevoir les émotions, on est capable aussi de percevoir notre environnement beaucoup plus finement, on est capable aussi de se ressentir beaucoup plus et donc d'être beaucoup plus à l'écoute. Et ce qui fait qu'on a une capacité d'adaptation et de résilience qui est plus importante. Donc en fait, la résilience, pour moi, c'est une conséquence, si tu veux, de notre capacité à être pleinement présent et à accepter ce qui vient. Donc il faut être assez ouvert au fait que ben, les choses qui nous arrivent, elles nous arrivent pour une raison et il faut qu'on apprenne. Moi, si j'ai 5 signes qui arrivent dans la semaine et c'est les mêmes, je vais forcément à un moment donné me poser des questions et me dire, OK, je prends l'information, il faudrait peut-être que je change de voie ou que je fasse quelque chose pour, voilà. Moi, j'ai des personnes qui m'ont contacté parce que elles avaient fait un rêve successif, 5 rêves sur moi, elles me voyaient déshydraté et pas bien. Et j'ai fait purée la vache. Ouais. C'est marrant parce que ça résonne vachement, parce qu'en ce moment, c'est vrai que je m'hydrate peu et mes tendons sont limites, quoi. J'ai vraiment des douleurs. Et je me dis, oui, ça peut être aussi un truc, faire attention, parce que par exemple, tu es en plongée, tu plonges profond, et là, tu as quelqu'un qui te contacte, qui dit, j'ai fait 4 rêves où tu te sens pas bien après ta plongée, et tu dis, ouais, bon, là, faut peut-être que je mette en place quelque chose ou que je m'assure au niveau de ma sécurité. D'ailleurs, il y a j'ai quelqu'un qui, sur ce plan-là, ça m'est arrivé, il m'a arrivé une couille, en fait. C'est que quelques semaines après, j'ai fait un accident de décompression. J'ai été prévenu, en fait, indirectement. Donc, il faut être ouvert parce que Ah oui. des fois, on a des personnes qui nous disent des choses, il faut accueillir et il faut être capable de rebondir parce que ça peut nous faire de grosses conneries si on les écoute pas. Et donc toi, comment tu traites ce genre d'informations quand tu reçois cette info où on te dit plusieurs fois, ou tu rêves plusieurs fois d'une personne qui te dit que t'es pas assez hydraté ou qu'il va t'arriver un truc, est-ce que t'es plutôt terre à terre et tu dis ah c'est des conneries, je passe à autre chose, ou est-ce que t'es plutôt à l'écoute? Bah là, on en revient sur être trop dans la spiritualité ou trop dans la matière. Je pense que là, il faut un équilibre de se dire, OK, c'est peut-être un rêve, juste une synchro qui a amené quelque chose. Par contre, si c'est redondant, c'est arrivé plusieurs fois successivement et de la même manière sur quelque chose d'assez précis. Ouais. Là, par contre, faut commencer à creuser, surtout si ça résonne. Si ça résonne pas du tout avec ce qu'on vit actuellement, oui, à ce moment-là, c'est peut-être juste un rêve.
Mais par contre, quand on commence à avoir des synchronicités ou des choses qui s'ajoutent et qui sont en lien avec ce qui se passe dans le moment, oui, je pense que là, il faut se poser des questions. Il faut un juste milieu, en fait. Il faut pas être trop sensible à ça, parce que évidemment, ça peut perturber plein d'athlètes de se dire, ah, purée, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'allais pas être bien, et là, ça monte dans un truc, et c'est pas bon, parce que là, du coup, on crée des fausses idées, et puis on se met voilà. Il faut juste être aligné, sur le fait que il faut être à l'écoute, mais sans être trop à l'écoute non plus, quoi. Voilà, il faut s'écouter soi, surtout. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à, tu sais, toutes ces choses qui sont un peu de l'ordre de l'impalpable? Des personnes vont parler d'imaginaire, moi j'aime bien parler de choses qui sont pas palpables, tu vois, de l'ordre, ils sont pas de la matière, mais du ressenti. Alors, ben, moi, je me suis beaucoup posé de questions, et à tel point que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai lu beaucoup. Ok. Et j'avais besoin de réponses parce que je suis un peu scientifique dans l'âme ou un peu terre à terre. Et j'avais besoin vraiment de le toucher. Donc, pour pouvoir vraiment s'ouvrir, je pense que qu'un un vrai terre à terre qui se dit terre à terre n'est pas vraiment terre à terre. Un terre à terre, c'est celui pour moi qui va vraiment aller creuser, qui va aller chercher, qui va se renseigner. Il faut avoir suffisamment d'ouverture d'esprit en étant terre à terre pour aller ouvrir un livre sur la spiritualité. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font pas parce qu'au fond d'eux, il y a une peur d'apprendre trop de choses. Et donc, le fait de s'ouvrir permet de quantifier, de comprendre et de matérialiser les choses. Alors, je dis pas qu'il faut matérialiser la spiritualité, mais quand même, moi, ça m'a apporté beaucoup de réponses. Quand on écoute les études sur la physique quantique, Ouais. bah, ça rebondit vachement avec les textes ancestrales dans la spiritualité ou dans les anciennes religions, les textes de base, hein. Je parle pas de la religion qui a été réécrite 10 fois. Euh, mais ça résonne quand même vachement, et ça m'a permis de comprendre des choses. Par exemple, tu vois, on parlait des dauphins. Les dauphins, ils sont capables de scanner les émotions dans l'eau. Mais pourquoi? Parce que l'eau, en fait, c'est un conducteur de fréquences de malade, et que les ondes, on est composé d'ondes, eux, ils ressentent tout, ils ressentent des émotions à travers l'eau, et c'est normal. Ça va tellement vite que nous, on n'est même pas capable de savoir si Mm. le son d'un dauphin ou d'une baleine est en face de nous ou derrière, de l'autre côté. On est rempli de résonances et de champs magnétiques. Donc ça, c'est un fait. La matière, c'est de l'énergie, hein, c'est pas de la matière physique, c'est de l'énergie densifiée qui nous donne une impression de solidité. À partir du moment où tu as compris ça, tu sais que les pensées, les intentions, ben, c'est des résonances, c'est des intentions magnétiques qui ont une influence sur le corps physique. Donc toutes tes croyances vont s'inclure dans tes cellules. Donc on est ce que l'on pense. On en revient à cette fameuse phrase, on est ce que l'on pense. Donc toutes nos pensées ont un impact direct sur notre physique. Et je pense que d'en prendre conscience, nous responsabilise déjà envers nous et envers les autres. Parce que quand tu insultes quelqu'un, quand tu pourris quelqu'un, tu sais que ces énergies-là, tu les transmets à cette personne. Et donc, tu lui fais du mal. C'est comme si tu lui plantais un couteau, clairement. Et donc, ça responsabilise, je pense, aussi dans le milieu du travail, dans le milieu managérial, de prendre conscience que un mot a une intention et un impact très important. Ah oui, ça me fait penser aussi, tu sais, à cette expérience là qui avait eu lieu sur les deux verres d'eau, les verres d'eau sur lesquels on avait un des verres d'eau, on avait envoyé pas mal d'émotions négatives avec des insultes, envoyé pas mal de haine, etc. Et un autre verre d'eau où on avait mis vraiment de l'amour, des belles intentions, on lui disait des mots doux, et il y avait donc le verre sur lequel on avait envoyé des insultes avait cristallisé de manière un peu noirâtre, et l'autre avait cristallisé plutôt vraiment de manière très translucide, très belle. Donc comme quoi vraiment nos pensées et nos paroles, nos intentions ont vraiment un impact sur la matière. Donc voilà. L'expérience des poteries. Mais clairement, là, je fais une petite parenthèse, mais tu vois, c'est ça qui me dérange en fait dans notre système actuel, c'est qu'on a divisé complètement les sciences et qu'il y a le médical qui est calé sur des molécules. Donc, toutes leurs études sont basées au niveau moléculaire. Ce qui fait que du coup, on ne peut pas comprendre la mémoire de l'eau. Mais en fait, la mémoire de l'eau, elle n'est pas au niveau moléculaire, elle est au niveau quantique. Et quand tu as compris ça, ça change tout parce que forcément, le monde médical, c'est toujours contré contre ce phénomène de la mémoire de l'eau. Aussi pour ça, et je pense que le fait de diviser pour mieux régner, mais je pense que
si on avait vraiment l'impact de tout ça, je pense que la pharmaco crierait. Bon. Bah, elle crie déjà. Quand on parle de la mémoire de l'eau, tout ça, forcément, elle est attaquée de toutes parts. Mais en fait, c'est le principe même de la transmission de l'information. C'est cette transmission d'information qui fait que on arrive à ces résultats-là. Et je pense que le fait de voir les choses de manière quantique change complètement sa perception de voir le monde. Il faut pas trop y penser, mais il faut juste, une fois qu'on le sait, de revenir dans l'instant présent et être à l'écoute. Et ça me fait vraiment plaisir que tu ailles sur ce champ-là parce que c'est vraiment pour moi l'intention qui est derrière mon podcast, c'est vraiment de permettre aux gens de se reconnecter à leur toute puissance, au fait que nous sommes créateurs de notre santé, mais créateurs aussi de ce qu'on va projeter sur l'environnement. Donc c'était vraiment l'intention derrière ça, et à travers des discours comme on peut avoir en ce moment, j'espère pouvoir faire en sorte que des personnes commencent à réfléchir à comment ils mangent, comment ils bougent, comment ils respirent et comment ils pensent, afin d'améliorer la santé d'un maximum de personnes, quoi. Donc là-dessus, je te remercie beaucoup. Mais si tu le veux bien, est-ce que on peut retourner sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, et avec la question suivante qui est est-ce que l'apnée peut être dangereuse? Alors, elle est dangereuse si elle est mal pratiquée. Encadrée en club et en structure, avec les protocoles qu'on a actuellement, non. Je pense elle est surtout pas dangereuse. Au contraire, elle apporte beaucoup. C'est la sécurité qui est importante. Il y a des protocoles, il y a des centres. C'est comme l'escalade. Tout le monde peut acheter des cordes, des mousquetons et des poulies. On n'est pas tous à s'enrayer sur des barres, sur des roches de 100 mètres de haut, sans avoir de formation. Faut un juste milieu, c'est pareil pour la plongée. On va pas acheter un bloc, un gilet, et puis tiens, allez, je vais faire de la plongée bouteille. Donc, c'est de la conscience, et je pense que il faut juste prendre conscience que c'est un sport à encadrement. On ne peut pas le pratiquer seul dans son coin. C'est tout. Comme plein de sports. Il y a plein d'activités qu'on peut pas, on est obligé de passer par un instructeur. Euh, Tu vois, quand je prends l'exemple, ouais, ça peut être du canyoning, tu vois. Le canyoning, ça s'improvise pas. Tu peux pas dire, allez, j'y vais avec mon matos et voilà. Tu es obligé d'avoir un instructeur. C'est le seul truc qui fait que l'apnée pourrait se développer encore plus si on avait plein d'instructeurs. Mais c'est en cours, en tout cas. Donc, allez vers un instructeur, allez vers un club, allez vers un centre d'apnée pour vous former. Si possible, un centre professionnel, c'est mieux. Parce Ouais. qu'ils font ça, puis il y a une approche vraiment, vraiment sérieuse. Et on sait qu'on peut pas se planter parce que ils suivent des protocoles. J'ai vu que toi, tu proposais, alors je crois que c'était avant que tu partes à la Dominique, il me semble que tu proposais des stages d'apnée d'initiation. J'en propose moins, j'avoue, parce que il y a des fois, j'ai organisé des choses, il y a eu beaucoup d'annulations. Je préfère avoir des groupes déjà constitués. Donc, si les groupes sont déjà constitués de au moins 5 personnes, à ce moment-là, on peut commencer à planifier un stage et après, on peut greffer d'autres personnes par la suite. Mais il faut qu'il y ait au moins 5 personnes qui s'inscrivent ou qui sont déjà en groupe. Tu sais, là, moi, je vais parler un petit peu de mon cas personnel, mais moi, une de mes plus grandes phobies, c'est la plongée en mer. En fait, j'ai peur je pense, d'aller en profondeur dans cette eau super noire. Et qui plus est, j'ai la phobie des requins. Et on grandit un peu à La Réunion, avec toutes ces histoires qu'il y a chaque année à La Réunion. Je pense qu'il y a quelque chose de mental qui s'est construit autour de ça. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mes craintes. Mais depuis un an, je commence à me dire qu'il faudrait que j'aille à la rencontre de ça, comprendre un petit peu ce qui se cache derrière ces peurs. Et donc, voilà, je commence à me poser la question, et je voulais te demander qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour pouvoir affronter, en tout cas aller à la rencontre de cette peur, et vers qui tu pourrais me conseiller d'aller pratiquer pour pouvoir expérimenter ça. Alors, c'est simple, déjà, l'apnée, les gens pensent qu'on va s'envoyer profond tout de suite, mais non, je suis désolé de vous décevoir. On va pas plonger profond tout de suite. On progresse doucement, donc évidemment, c'est d'abord de passer les oreilles hors de l'eau.
On va apprendre d'abord à respirer, évidemment. Avant d'aller à l'eau, on va respirer, on va se relâcher. Ensuite, on va faire une apnée statique. Si un bon instructeur, normalement, il fait tout dans l'ordre. On fait l'apnée statique pour déjà travailler le relâchement dans l'eau, la tête dans l'eau. Et puis après, on descend le long de la ligne en se tractant comme un petit singe. D'abord à 1 mètre, ensuite à 2 mètres, ensuite à 3 mètres. Et une fois qu'on est en confiance, c'est de se dire, bon, en fait, ça va, je peux descendre. Et oui, tu peux descendre. À ce moment-là, il va descendre à 5 mètres et ainsi de suite. En fait, ça va se faire par aller-retour progressivement et on va prendre de la confiance parce qu'on va s'apercevoir que de l'air, on en a. Donc évidemment, on ne s'envoie pas sur une initiation comme ça dès la première. Allez, on va descendre jusqu'au bout. Non, non, c'est très, très progressif. C'est de la prise de confiance et d'appréhension du milieu, tout simplement. Donc déjà ça. Après, sur le côté requin, j'ai envie de te dire, il faut regarder les statistiques. Et puis évidemment, s'il y a des zones dangereuses où il y a des requins, on va pas se baigner et puis faire des grosses bombes juste à côté pour les provoquer. Il faut être aussi à avoir un minimum de conscience. Par contre, évidemment, quand tu as 10 attaques mortelles, 15 attaques mortelles dans l'année et puis que tu en as 300 avec les éléphants, je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas plus peur des éléphants que des requins. Il y a moins d'éléphants à La Réunion qu'il y a de requins quand même, hein. Oui, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a des méduses qui sont mortelles et il y a des milliers, des milliers de morts avec les méduses. Et pourtant, elles sont tout autour de nous. Donc voilà, il faut relativiser et aussi accepter que ben oui, la vie, elle n'est pas tout le temps en protection linéaire, quoi. Mais mais en tout cas, voilà, l'apnée, c'est progressif et je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est choisissez bien votre école, choisissez bien votre instructeur et demandez si vous avez justement peur des profondeurs et que vous avez envie de vous initier à l'apnée. Moi, j'ai déjà eu. Allez voir un instructeur qui est spécialisé, qui connaît bien ce domaine-là. Alors moi, je le connais parce que c'est vraiment ma spécialité de faire des initiations pour des personnes qui ont peur des profondeurs et peur de l'eau. C'est en fait une séance d'initiation, mais avec 10 éléments intermédiaires en plus, 10 étapes en plus dans la séance. Ok. Les séances qui sont un petit peu plus longues, mais on décortique tout, jusqu'à la surface. Donc après, je dirais pas toutes mes stratégies, mais c'est des méthodes qui permettent justement de prendre confiance et de s'apercevoir que tout est OK. Ok. Et est-ce que toi, à un moment donné, dans ta pratique, tu as ressenti cette sensation de stress, à défaut de danger? Alors oui, bien sûr. Il y a eu des moments où c'est mal parti, surtout quand il y a de la fatigue nerveuse. Quand il y a de la fatigue nerveuse, généralement le risque il est un peu plus grand parce qu'en fait ça désorganise le process du réflexe d'immersion, ça désorganise, ça augmente la narcose, parce qu'en fait on subit en profondeur l'azote, donc c'est un peu psychotrope, c'est comme si on avait pris 5 verres d'alcool à jeun. D'accord. Donc c'est un gros shoot. Et en fait, là, pour le coup, nos pensées, notre esprit partent dans tous les sens et il faut arriver à le recentrer encore plus. D'où l'importance d'être en pleine conscience, c'est de vraiment ressentir dans son corps. Et le fait d'être bien reposé est vital pour pouvoir évoluer sur des performances importantes. Et il y a eu des moments où ça l'était pas, et là j'ai eu des stress très importants. Et surtout quand je commence à ressentir le diaphragme qui tape à la remontée tout de suite au retour, et là c'est pas bon signe. Et là, je me dis, merde, putain. Alors, gérer la remontée, et là, t'es concentré, tu te dis, allez, courage, ça vient de passer. Alors après, tu t'accroches en surface pour que ça valide, mais des fois, c'est chaud. Et puis, ça m'est arrivé d'avoir des blackouts, des pertes de conscience. Donc ça, c'est pas cool parce que même si c'est des phénomènes qui sont très protecteurs, hein, c'est une mise en veille du système pour éviter justement d'aller dans le manque d'oxygène réel. Donc, c'est une perte de conscience momentanée volontaire, enfin, qui est liée à l'apnée volontaire. Donc, c'est une forme de protection, mais moins on y rentre, plus on progresse. Parce que derrière, on peut créer des peurs, on peut créer aussi la peur que ça recommence. Okay. Et donc, pour éviter d'être là-dedans, il faut toujours avoir cette marge de sécurité suffisamment importante. Et ça, je l'ai compris assez tardivement dans ma carrière.
l'importance de toujours annoncer quelque chose de safe, limite de la frustration, tu vois, la plongée facile où bah, t'as pas le challenge, quoi. Et ben ça, c'est bien parce que ça permet justement de prendre de la confiance, de faire des belles sorties et puis après de continuer à progresser. Et les carrières, les plus belles carrières d'apnéistes que j'ai pu voir justement sont dans ce sens-là. C'est des personnes qui se freinaient, et qui ont su répéter, répéter, répéter avant d'annoncer quelques mètres de plus, euh, de façon à prendre de la confiance. Mais je pense que là, c'est vraiment la confiance et la fatigue. C'est deux choses qui sont extrêmement vitales et importantes en apnée pour éviter de se blesser. Est-ce que toi, à un moment donné, dans ta pratique, tu as ressenti cette sensation de stress à défaut de cette sensation de danger? Ouais, ouais, c'est une mise en veille du système, ouais. Là, en fait, c'est assez ouf ce que tu m'envoies parce que ça me fait ressortir deux points. Le premier, c'est que, en fait, tu viens de me dire que quand tu tombes dans les pommes, c'est un peu une forme de sécurité, de mise en veille du système. Donc, en gros, c'est un peu comme si notre corps était beaucoup plus fort que ce qu'on le croyait, quoi. Il a des modes de sécurité, des modes de protection bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ouais, carrément. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a des process de sécurité, de sauvegarde du corps humain qui est complètement dingue. Et la syncope, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez fou, quoi, quand on y pense. C'est quelque chose qui éteint le système parce que pour le mettre en économie, en fait, pour économiser le peu d'oxygène qui reste, il nous met en veille Ouh. et après, il nous réveille pour nous dire, bon, maintenant, Ah, tu tout à fait. respires. C'est là où c'est dangereux. L'apnée est dangereuse si tu es tout seul. Parce que justement, si tu fais une syncope et que tu es encore dans l'eau, Ouais. il y a forcément, il y a un moment donné, il y a une phase de réveil. C'est pas indéterminé, hein, la sieste. Il y a au moment du réveil que là, le corps impose l'inspiration. Et là, si tu es dans l'eau, là, pour le coup, tu peux te noyer. Donc, l'important, c'est toujours de pratiquer jamais seul. Et de toute façon, la syncope, avant d'aller chercher des syncopes, je peux te dire, faut y aller, hein. Il y a de la marge. Et puis, il faut vraiment aller chercher la performance pure. Donc là, on n'est pas du tout sur une pratique loisir et d'apnée club. On n'est pas du tout dans cette démarche. Là, on est dans une démarche compétitive de performance. Et puis, en plus, où on essaye le plus possible d'éviter ce genre de choses. Euh, donc voilà, c'est la syncope, c'est la barrière ultime, on va dire, pour à ne jamais dépasser. Donc les histoires de danger en apnée que des gens ont entendu qu'il y avait des gens morts en apnée et tout, c'est souvent malheureusement lié à la chasse sous-marine parce que souvent les chasseurs vont seuls. Euh, ils vont pousser le poisson ou alors s'ils perdent connaissance, bah, c'est là malheureusement où les incidents arrivent. Ouais, bah C'est ouais. pas du tout le cas dans l'apnée sportive, on va dire, le long des lignes encadrées en club. Deuxième point que tu me fais ressortir, c'est en fait par rapport à ce que tu nous racontes, que des fois tu vas t'entraîner avec un peu de frustration en annonçant des profondeurs auxquelles tu es quasiment sûr de pouvoir réussir. C'est un peu comme si on appliquait la méthode des petits pas. Donc pratiquer régulièrement tout en étant un peu en mode contrôle, mais en étant discipliné sur le fait de le faire régulièrement et s'appliquer sur cette pratique-là. C'est aussi applicable dans tout plein d'autres champs, que ce soit sportif, mais aussi développement personnel ou autre. Donc je trouve ça hyper intéressant. Je rebondis parce que ça colle parfaitement, mais en gros, tu vas rire, mais si tu veux, tu sais, quand on dit en musculation, on va à l'échec. Mais en fait, à l'apnée, tu peux pas aller à l'échec. Toi, tu veux dire, allez, aujourd'hui, je vais à l'échec. Là, non. Ça, c'est... Ah, aujourd'hui, je vais faire une syncope, on va voir. Non, ça, non, ça marche pas. Du coup, ben, on s'aperçoit en plus qu'avec les résultats sur la musculation, que les séries à l'échec, au final, il n'y a pas de productivité réelle. Là où il y a du résultat, c'est quand on s'arrête une ou deux séries avant, quoi. Une série avant. C'est intéressant. Donc ça, c'est une belle passe en profondeur. Ça nous amène vers donc le sujet de la préparation physique. Toi, en tant qu'apnéiste professionnel, c'est quoi la préparation physique d'un apnéiste professionnel? Alors, ma préparation physique. Moi, perso, je déteste, j'arrive pas avec le format CrossFit. Je déteste ça. Je préfère me mettre rouge en piscine, sur des entraînements au seuil en piscine avec des sprints, euh, plutôt que de faire mixer musculation et intensif.
Donc, du coup, pour moi, la musculation doit rester du plaisir et je prends beaucoup de plaisir avec la force, haltéro et powerlifting. Je kiffe, j'adore parce qu'en plus, bon, c'est vraiment un truc de branleur, hein, parce que on a 5 minutes de récup entre chaque série. Voilà, donc, et puis moi, ça me laisse du temps en plus pour communiquer, faire mes mails, bosser aussi pendant les phases de récup. Donc, au final, c'est pas mal comme principe. Par contre, je passe énormément de temps dans la salle, du coup, entre 1 et 3 heures, des fois, parce que je prends beaucoup de récupération. Et c'est productif parce que je progresse beaucoup en force. Alors pourquoi on fait de la force? Tout simplement parce que ben, l'objectif c'est d'avoir quand même des muscles économiques, efficients, qui consomment peu d'énergie. Et donc la force est pour nous indispensable. Alors le but c'est pas de faire de l'hypertrophie évidemment, c'est vraiment de faire de la force pure. Euh, donc voilà, c'est plutôt voilà des séries max sur 5 répétitions et sur l'ensemble du corps. Donc là, ça me fait rebondir par rapport à ce que tu me dis, donc sur tes entraînements en force, où effectivement on peut prendre jusqu'à 5 minutes de temps de récupération entre chaque série. C'est vrai que ça laisse du temps et ça fait des grandes séances. Et je voulais faire le pont entre ces longues séances et les fois où tu te mets sur ton téléphone à envoyer tes mails et la pleine conscience. C'est pas vraiment pleine conscience. Ouais, mais c'est vrai que j'optimise un petit peu le temps. J'optimise le temps parce que c'est quand même long, 3 heures. Ouais. Et puis, je peux être en pleine conscience pendant mes séries, c'est sûr. Alors, c'est pas tout à fait en pleine conscience, on est d'accord. Je pourrais faire d'autres trucs pour justement être en pleine conscience pendant les récup, on est d'accord. Mais ça me permet quand même d'optimiser mon travail aussi et puis de faire autre chose après quand je rentre pour pouvoir optimiser ma récupération sur d'autres trucs, exemple les assouplissements. Parce que des fois, les journées sont longues, que ce soit la profondeur, le repas du midi, la musculation. Donc, j'essaie quand même aussi, il y a un minimum d'optimisation du temps à avoir. Et la musculation sur les phases de repos me permet de combler des trucs. Donc en termes de musculation, t'es plutôt orienté full body, haut du corps, bas du corps ou Alors j'essaye de tout travailler parce que évidemment tu sais qu'on peut pas travailler qu'une partie du corps. Ça dérègle aussi tout le système. J'ai pas envie de me transformer en cycliste non plus. Et puis aussi au cas où si j'ai besoin de faire une autre discipline, exemple pendant la saison, je me dis tiens j'ai envie de faire de l'immersion libre, pourquoi pas faire de l'immersion libre, ça m'est déjà arrivé. Bah si t'es pas préparé au niveau des bras, t'es comme un con. C'est dommage parce que en plus j'aime bien travailler l'ensemble du corps et de pouvoir se dire bah, je peux faire de la brasse, autant je peux faire de l'immersion libre, autant je peux faire de la monopalme. Alors évidemment, je suis orienté poids constant, donc ma force c'est quand même le bas du corps. Mais j'essaye d'être homogène et puis d'avoir de la force partout, à tous les niveaux. Évidemment, bon après j'ai des fois des petites fatigues, il peut y avoir le ménisque qui commence à se réveiller souvent, donc j'hésite quand même de faire du squat complet. Puis dans ma discipline, j'ai pas forcément de nécessité de travailler le squat complet, donc je fais beaucoup de cardio squat. Et au final, c'est ce qui est le plus productif pour moi et pour la palme, et je le ressens vraiment. Donc voilà, je fais du squat, hein, je fais autant du développé couché, des tractions, du soulevé terre, avec d'autres parallèles aussi. Hein, je peux autant utiliser pour les tractions des anneaux que voilà. Et je fais beaucoup de tractions lestées aussi pour aller vers de la force pure, pour pas trop prendre en muscle. J'ai pas non plus envie de me transformer en Rambo. Donc voilà. et en termes d'entraînement cardiovasculaire, qu'est-ce que tu fais? Alors l'entraînement cardiovasculaire, moi j'adore le cardio, mais c'est vrai que la Dominique c'est un peu plus compliqué. Moi j'adorais le vélo. Du coup je suis un peu triste, je peux pas en faire, mais je cours. Voilà, ça fait généralement c'est d'une séance à l'autre. Je fais une séance de fond long. Enfin dans la semaine il y a une semaine d'entretien, c'est-à-dire que je cours un petit peu pour maintenir. Une séance de long dans la semaine et la semaine suivante, c'est une séance de fractionné, d'intensif. Et en fait, j'alterne. Voilà. Après, il peut y avoir entre janvier et mars, une période où je fais une fois par semaine du fractionné. Ouais. Euh, Évidemment, puis après, j'alterne juste pour le maintenir un peu, puis après, ça disparaît au fur et à mesure quand on approche des compétitions. Après, c'est juste du maintien physique, cardio minimal. Mais ouais. Après, le fait d'avoir pris des notes aussi tous les jours, j'ai créé un tableau de planification et ça m'a vraiment aidé dans ma prépa. Ça a vraiment tout changé et je suis très très précis. Je vais assez loin maintenant, à tel point que je peux savoir quelle séance je vais faire dans 6 mois. Oui. Donc ça me permet vraiment d'anticiper.
Et là-dedans, je note tout, mes cardio, mon pouls, mes sensations de repos, mes sensations d'envie, mon état de forme, mon sommeil. Et ça me donne des codes couleurs. Et en fait, ça me fait un tableau avec plusieurs chiffres et ils sont tous peints en fonction des couleurs de chacun. Et ça donne en fait la dégradation au fil des jours si on enchaîne l'entraînement et si au contraire on récupère. On voit le truc évoluer, donc ça c'est intéressant. Et ça m'a permis de donner des stats précises sur quand est-ce que le fait de ne plus pratiquer le cardio, le pouls remonte au repos. Euh, donc tout ça c'est intéressant, ça me donne des statistiques précises sur mon corps, sur comment réagir et quand est-ce que je dois maintenir justement le minimum pour tout ça. J'ai pu observer aussi que comme je faisais principalement de la monopalme, le squat, même si j'arrêtais quelque temps, je peux reprendre pratiquement au même niveau. Oui. Que les bras, par contre, ça perd très vite parce que j'entretiens pas du tirage ou un effort au niveau des bras, quoi. Ouais. Tu nages en monopalme. Donc, tu as une partie où on flotte en surface. Donc, forcément, dans les 20 premiers mètres, on doit nager. Puis, au bout d'un moment, quand la pression s'exerce sur la cage thoracique et sur le néoprène, on n'a plus besoin de nager. Donc là, on est en phase de coulée. On va jusqu'au fond. Et arriver sur la profondeur, après, il faut remonter. Donc là, on est en flottabilité négative. Et donc là, il faut mettre de la fréquence et de la vitesse pour pouvoir s'extraire et arriver vers cette zone de flottabilité positive dans les derniers mètres pour pouvoir reprendre. Donc, il y a une partie déjà d'effort à la descente, mais je dirais, elle est soft parce que c'est le début. Et c'est vraiment le point culminant le plus intense de l'apnée, c'est le retour. C'est le décrochage et le retour jusqu'à la surface. Et là, je le sens, en effet, plus tu es puissant, plus tu as de la force et plus tu as de la patate pour mettre de la fréquence sans que ça te coûte de l'énergie. Selon toi, est-ce que les personnes qui pratiquent un sport d'endurance devraient pratiquer de la force? Je dirais que ça dépend parce que le problème, c'est ce qu'on disait, j'ai suivi en plus ce que tu avais mis, c'était intéressant. Le problème du foncier, c'est que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc, tu peux pas te permettre de faire beaucoup de trucs à côté pour vraiment être efficace dans ton sport. Et je pars du principe que le foncier, c'est vraiment une discipline où bah, il faut pratiquer le foncier, quoi. Il faut vraiment, comme ça prend du temps, le fait de faire de la force en parallèle te prend des séances que tu vas pas pouvoir faire en course à pied. Ou alors, tu peux l'inclure de manière très intelligente. Je dirais, c'est de faire des séances soit de pliométrie ou de la force pure, de quelques répétitions intégrées dans ta prépa, mais sans que ce soit des gros blocs de musculation, quoi. Moi, j'intégrerais ça sur, par exemple, une demi-heure de quart de squat avec 3 reps, des 3 reps successives courtes, tu vois. Ouais. Alors, ça peut créer de la fatigue musculaire, évidemment. Mais si c'est suffisamment court et ouais, je pense que ça peut être incorporé. Ça peut être intéressant de l'incorporer, mais il faut être très fin pour pas créer trop de fatigue à la muscu. Ouais. Pour parler d'un sujet en lien avec la préparation physique, est-ce que tu peux nous parler de ta partie alimentaire, s'il te plaît? Alors, la partie alimentaire, moi, je suis pas un dingue de l'alimentation, mais il y a des trucs avec l'âge où je sens que j'ai moins d'options. Exemple, j'avais fait un test d'intolérance là, un test ImmuPro Mhm. avec 250 aliments. Et en effet, il y avait le gluten quand même qui était ressorti. Ouais. C'était bien, bien rouge. Donc pour moi, c'est quand même pas ouf. Les laitages aussi, bon ça je le savais, je les avais déjà arrêtés. À part quand je suis en Haute-Savoie, j'aime bien me faire plaisir. Mais sinon, ouais, il faudrait que diminue sérieusement le gluten. Mais c'est difficile quand on est dans les îles, surtout à la Dominique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sans gluten. Donc il faut vraiment sélectionner. Surtout si on veut avoir un peu de variété, quoi, parce que si j'aime bien le goût des pâtes, des bonnes pâtes italiennes et autres, mais ouais, il faut que j'arrive à diminuer ça parce que je sens vraiment les effets, au moins sur les tendons et autres. Après, le reste, de manière générale, j'ai mes habitudes, c'est-à-dire que par exemple, je peux commencer un repas avec des fruits. Ça pour moi c'est indispensable. En plus les fruits, je suis plus fruits que légumes de ce que j'ai pu voir. Donc après on est tous différents, hein. Il y en a qui sont plus légumes que fruits en termes de bien-être. Moi en tout cas je peux y aller à fond sur les fruits et ça m'apporte énormément et je vois le résultat en termes
même au niveau cognitif, dans ma journée, dans mon boost. Donc ouais, le top, c'est de commencer pour moi perso par des fruits. Si je reviens d'une séance, ça va être de prendre mes compléments avec les fruits, histoire de l'assimiler tout de suite, ce qui est nécessaire. Et après, derrière, je peux me faire plaisir avec un truc un peu plus consistant ou des glucides. J'essaye de caler des choses de manière intelligente pour, voilà, même si je me fais plaisir, par exemple, j'ai envie de manger un gros burger, c'est plus une question d'organisation. Si je me fais plaisir à manger un truc, voilà, un peu lourd, derrière, j'essaye d'attaquer avant les fruits ou les premiers compléments alimentaires pour compenser. Puis après, tout dépend aussi de la période. Si c'est le week-end, je sais que je vais avoir plus de repos. Ou si c'est l'intensif et les grosses journées, je vais éviter de massacrer le truc en début de semaine, quoi. Ce que j'essaye quand même de faire, c'est d'arriver à manger bien le midi, beaucoup, pour que si possible le soir, on ait un peu moins à manger, ou alors faire un petit 4 heures, ce serait que c'est le top, parce que du coup, tu manges moins le soir. Et là, tu dors vraiment mieux, parce que le problème, c'est les quantités le soir. Après, moi, il y a un autre truc, c'est que j'ai remarqué que sur mes performances, si je voulais avoir du bon carb pour le lendemain sur la performance, pour pas être trop hypoxique, c'est d'avoir des glucides. Parce que si j'ai pas assez de glucides la veille au soir, là par contre, je sens vraiment la différence sur la perf le lendemain. Donc je peux pas me permettre, si tu veux, de faire sauter les glucides une veille de grosse plongée. Surtout si elle est proche du max, tu vois. Si elle est pas proche du max, à la limite, bon ben voilà, j'ai de la flexibilité, même une soupe, ça pourrait passer. Mais mais ouais, le riz la veille au soir d'une perf, ça reste important. Est-ce que tu as déjà essayé des régimes un peu spécifiques, genre végétarien, vegan? Alors ouais, j'ai essayé le végétarien. Bon, moi, ça a été une catastrophe. Ouais, j'ai essayé de faire attention. Testé les jeûnes aussi. J'ai fait pas mal de différents jeûnes. J'ai expérimenté pas mal de trucs. Et comme je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup. Si tu veux avoir à mon niveau, et vu ce qu'on fait, et puis vu l'impact qu'on a au niveau sanguin, Ouais. au niveau globules rouges aussi, parce qu'on tape énormément dans le stock de globules rouges, donc la reproduction des globules rouges doit être extrêmement importante, beaucoup plus que dans certains sports. Donc le fer, l'assimilation du fer et des vitamines B12 est plus que vitale, et moi c'était compliqué. Donc j'ai essayé tous les types de compléments alimentaires pour compenser un peu, mais la viande, j'ai testé, elle me contribue à ma performance à un minima. Donc, j'ai essayé de la supprimer quand même pour une question éthique aussi. Et c'était très difficile. Ça a été très difficile. Et en fait, c'est au final un complément alimentaire pour voyager qui m'a permis de m'aider là-dessus. C'est les compléments alimentaires de héminique. Donc, type rate, foie de bœuf. Mais voilà. Par contre, la provenance est précise. C'est-à-dire que comme c'est des compléments alimentaires, en fait, tu sais d'où vient la provenance. Donc ça déjà c'est moins agressif. Puis en termes d'efficacité, tu vas vraiment sur le nécessaire. Voilà, parce que franchement, manger une grosse escalope de viande pourquoi ce qu'il y a dedans, pour ce qu'il y a dedans, en fait, ce qu'il faut, c'est des abats, c'est du foie, c'est ces choses-là en fait qui sont vraiment prépondérantes dans la performance sportive, et c'est difficile à trouver, Ouais. surtout de bonne qualité et de bonne provenance. Donc au final, je l'ai trouvé en complément alimentaire, et du coup, ça a changé complètement mes journées, mais complètement. Ton Je me intérêt? sens beaucoup mieux. J'ai une continuité, un linéaire sur mon fer et mes vitamines qui sont au top. Et j'ai pas de baisse de performance. Je suis toujours en forme. Enfin, la différence est vraiment flagrante. Et là, pour le coup, je peux vraiment arrêter la viande. C'est-à-dire que des fois, je mange pas de viande pendant un mois ou peut-être pendant 3 semaines. Ça a aucune incidence avec ça. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que, en fait, moi je suis bêta-thalassémique. Donc, bêta-thalassémique, c'est en fait, j'ai mes globules rouges qui sont d'une taille beaucoup plus petite. Alors, et j'ai donc le transfert de l'oxygène qui se fait moins bien. Donc, j'ai mangé pendant très longtemps pas mal de foie de veau pour augmenter mon taux de fer et mon taux de globules rouges. Donc voilà, et je savais pas qu'il faisait des compléments alimentaires comme ça, donc c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est ça qui est dingue. C'est bon. Après, il y avait ces histoires d'intoxication, de vaches folles, de toutes ces choses. Mais en fait, tu t'aperçois que c'est lié à une surconsommation, à une surexploitation animalière,
mais on va pas à l'essentiel au niveau nutritif en fait. On mange de la viande pour manger de la viande parce que c'est bon, pour certains qui apprécient le goût, mais en fait, il y a aucune réelle éthique derrière, parce qu'on s'aperçoit qu'au Moyen Âge, les abats, c'était sacré pour l'alimentation humaine. Et au final, c'est presque plus important de manger des abats que du muscle, quelque part, de la viande. Et ça limiterait, mais énormément les problèmes qu'on a actuellement, que ce soit sur l'environnement et autres, de pouvoir être un peu plus orienté et puis d'utiliser l'ensemble de l'animal. Euh, je pense qu'au niveau éthique, oui, ça me fait chier de manger de l'animal. Mais en tout cas, dans le cadre de la performance, si j'arrive à trouver un équilibre qui permet de diminuer mon impact tout en ayant ma performance, ben, je l'ai trouvé. Et je suis content pour ça parce que ça m'a permis de consommer beaucoup moins de viande. J'en consomme beaucoup moins maintenant, ouais, grâce à ça. Pour aller dans la suite de l'alimentation, en termes d'hydratation, qu'est-ce que tu fais de manière spécifique? Déjà, j'ai remarqué une chose, c'est que sur mes performances en profondeur, l'hydratation est ultra importante en amont. De boire beaucoup le matin avant la performance diminue ma narcose. Ok. Déjà, ça, j'ai pu m'en rendre compte. Il faut pas trop boire parce que ça peut aussi avoir un impact sur les poumons. Moi, cette théorie-là, je l'ai un peu mis de côté parce qu'au final, j'ai plus de bénéfices à être ultra hydraté que moins, en termes de conscience cognitive aussi pour remonter. Donc voilà. Et après, sur l'hydratation, évidemment, sur la journée, moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau avec du sel rose. Ok. Donc le sel rose, c'est le top parce que c'est celui qui se rapproche le plus de notre plasma sanguin Mhm. et en termes de minéraux et ça me permet de m'hydrater beaucoup mieux parce que surtout sur les îles ou à l'étranger, l'eau elle est plutôt déminéralisée qu'autre chose. Donc il faut quand même un minimum et je peux rajouter des fois un peu de jus de citron dedans. Ouais. Ça Ok. me fait une électrolyte, on va dire simple, efficace, sel rose, citron, eau. Donc et ça sur l'ensemble des entraînements. Et ouais, je le vois vraiment facilement aussi sur les tendons et autres. Je me fais souvent des tendinites, je me blesse souvent. C'est les périodes où je m'hydrate pas assez. Donc c'est top, on voit vraiment que tu as une approche de sportif de très haut niveau, hein, que ce soit d'un point de vue entraînement, prépa mentale, alimentation, tu es vraiment calibré sur tout. Je rebondis sur le fait que tu me disais tout à l'heure que tu avais un tableau, est-ce que tu passes par un logiciel pour ça? Non, je rentre pas par de logiciel. J'ai créé mon tableau. Ça m'a pris 2 mois de travail. Ouais. Je connaissais pas assez Excel et je me suis mis et ça m'a fait chier au début, mais je m'y suis mis. Voilà. Ben, Et c'est chiant au début, mais après, une fois que tu as ton tableau, pouah, c'est tellement monstrueux parce que celui-là, il est reproductible tous les ans. Maintenant, pour te dire à quel point je le bouge très peu, il change très peu. Il y a que deux, trois notions des fois qui changent d'une année à l'autre. Mais là, je suis assez fier parce que quand tu commences d'une année à l'autre à ne plus changer ton tableau c'est qu'il est vraiment bien. Et est-ce que tu penses que c'est grâce à cette rigueur et au fait de suivre ce tableau que tu as pu passer, je crois, de 103 mètres à 120 mètres de profondeur, donc améliorer tes performances? Oui, ça a énormément contribué. ok. Ouais, ça, je te confirme, ça a énormément contribué, ça a changé énormément ma performance et ma progression. Pour moi, la planification est vitale. Surtout pour des gens qui pensent beaucoup et qui ont une hyperactivité mentale. Ça permet de recentrer les idées, de te lever le matin, de pas trop te poser de questions. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de penser à notre entraînement. Si t'as pas de ta planification, c'est l'enfer. Tu passes ta journée à dire, attends, je vais faire ça, ouais, mais là, il y a tel entraînement, je vais faire telle série. Ah ouais, parce que demain, il y a ça. Ah ouais, mais après-demain aussi, il y a ça, donc je peux pas accumuler les muscles c'est impossible. C'est Ouais. impossible. C'est Ouais. c'est trop pour le cerveau. Enfin, on serait une IA à la limite, on serait capable de. Mais non, on n'a pas. Voilà. Donc, il faut planifier et le fait de planifier, d'avoir une structure aussi. Par élimination, ça va vite. Hein. Ça se planifie vite au final. Hein. Quand tu sais tes échéances sportives, après tu regardes combien de temps tu dois être sur place pour pas trop te fatiguer et puis pas être suffisamment en forme et préparé. Tu dis, bon, bah là, c'est 2 ou 3 semaines. Tu regardes les billets d'avion, tu dis, bon, bah là, c'est simple, il y en a un tous les 3 jours pour minimiser le trajet. Donc, au final, par élimination, tu t'aperçois que si tu cales tes billets d'avion avec tes départs par rapport à tes compétitions, déjà, tu sais quand tu pars. Ouais. Tu sais, et au final, ben, par élimination, tu commences à voir tes jours off, tes trucs,
et tu remontes en arrière jusqu'à maintenant. Et du coup, ça me permet d'avoir ma planif qui est programmée. Alors évidemment, ça change, hein. Il y a des fois des impératifs, des changements de programme, mais généralement, ça se suit bien. Ouais. Il y a un autre aspect que j'aimerais que tu m'éclaircisses qui compose ton quotidien, c'est tes interventions en entreprise. Il me semble que tu fais le lien entre ta pratique sportive, ta pratique de sportif de haut niveau et le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus, s'il te plaît? Perso, moi, j'adore partager mon expérience avec les entreprises euh, parce que les recherches sont vraiment introspectives. C'est aussi de se re-questionner, de se remettre en question sur la vie de tous les jours et sur le bien-être au travail. J'interviens en entreprise depuis 2014 pour faire des parallèles entre la respiration, la gestion de la pleine conscience, le bien-être au travail. Et parce l'apnée nous pousse tellement loin dans les retranchements pour gérer ces choses-là et on va dire appréhender la résilience aussi et les situations de crise, parce qu'il y a des moments où on est obligé d'être dans l'adaptation tout le temps, surtout quand on est livré à nous-mêmes dans l'entraînement ou dans la performance en profondeur, dans l'apnée. Que du coup, il y a plein de choses qui peuvent être partagées pour les entreprises. Ce qui revient souvent, voilà, c'est le détachement du résultat. Arriver à se détacher du résultat et être plus focalisé sur l'action, comment s'organiser, on va dire, en termes de planification, là, pour le coup. C'est la capacité de résilience, c'est la capacité d'adaptation en situation de vitesse, de crise. Ça peut être dans la restauration, ça peut être sur de la gestion rapide d'incidents et arriver à lâcher prise et être plus dans le ressenti et la pleine conscience. Ça peut être développer l'intuition et les relations professionnelles. Parce que le côté intuitif est de plus en plus demandé en entreprise pour s'orienter directement vers les bonnes choses et les bons choix. Et par le travail de la pleine conscience, de la pleine présence et de la respiration, ben, on arrive à apporter ça. Selon toi, est-ce qu'on peut comparer un chef d'entreprise avec un sportif de haut niveau? Alors ça peut. Après, c'est pas forcément le cas. Ils sont juste demandeurs juste dans le bien-être, de comprendre des choses aussi, d'apporter des raisonnements. Qu'est-ce que le stress? Pour moi, c'est le cœur de mes conférences. En fait, il y a trois additions. La première addition, c'est le stress. Le stress est lié à toutes nos expériences vécues passées, multiplié ou additionné à notre capacité à nous projeter de manière négative dans le futur. Et ça génère du stress. On se projette de manière négativement. Alors même que ce soit sur une fraction de seconde, hein, on n'est pas obligé de penser à quelque chose de négatif. Juste une fraction de seconde, ça peut nous amener à générer des stress ou à nous rappeler des émotions vécues dans le passé. Après, il y a la projection positive. Donc là, c'est les rêves. On va créer du rêve. Ça, c'est comme l'alcool. Ça fait du bien, mais faut pas en abuser. Donc, c'est-à-dire, c'est toutes nos expériences passées vécues additionnées à notre projection future positive. Voilà. Donc ça, avec modération. Et le troisième, qui est vital et celui qu'on a incorporé le plus dans notre vie, c'est notre vécu, toutes nos expériences vécues passées, plus notre capacité à être pleinement présent. Et à partir du moment où tu additionnes ces deux-là, en fait, tu es dans l'intuition. Parce que l'intuition, en fait, est une addition de ces deux éléments. Pour pouvoir percevoir ce qui se passe autour, pour pouvoir prendre les bonnes opportunités, pour être capable de capter pleinement ce que la personne nous dit en face quand on est en échange ou en négociation, ça peut être n'importe quoi. Et de prendre aussi et d'être dans la résilience. Quel que soit ce qui nous arrive, en fait, d'être capable d'accepter l'instant présent. Et ça, c'est par cet état de présence, on en revient toujours. Comme on disait, c'est tout ce qui est invisible. Tout ce qui est invisible à l'œil nu, le côté cartésien. Mais ça, c'est plutôt un côté français, hein, parce que quand on va à l'étranger, il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. Mais le français, ouais, il est très ancré sur ce qui est scientifique, sur ce qui est solide. Et il a du mal des fois à comprendre des concepts comme l'intuition. Qui sont pourtant des choses qui sont pour moi simples, qui sont complètement acquises, mais qui ne le sont pas forcément pour eux et pour eux qui relèvent presque de la spiritualité, quoi. Alors que c'est assez, pour moi, c'est assez physique.
Donc, mon objectif, moi, c'est de pouvoir, c'est de la vulgarisation en fait, de façon à ce que chacun puisse se l'approprier et utiliser des outils pour que, pour que, pour comprendre comment ça fonctionne. Que ce soit le stress, l'intuition et la gestion et autres. Le burn-out, ça, c'est un sujet qui est délicat, par exemple. Et on parle jamais du physique, là, pour le coup. Tu vois, le burn-out, c'est quelque chose qui arrive parce qu'on est fatigué, il y a une surexploitation. Mais non, putain, les glandes surrénales. Donc, donc ça, pour le coup, c'est vraiment mathématique, c'est physique. Voilà, les glandes surrénales sont vides, ça tourne en boucle. Comment les recharger? On parle jamais de la nutrition. C'est un truc de malade. Alors que le burn-out, c'est en grande partie lié à une surutilisation du stress. Donc, évidemment, un manque de recentration dans l'instant présent pour les personnes qui ont ces choses-là. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées dans l'instant présent pour reprendre un peu le pouvoir, de diminuer, de stopper complètement les stress pendant plusieurs semaines et de se réalimenter et de réénergiser l'ensemble du système. En sachant que les glandes surrénales fonctionnent avec les minéraux. Ça, je l'ai appris en creusant dans des vidéos au fin fond d'Internet et pour pouvoir l'appliquer et comprendre. Euh, Sinon, on a l'impression que c'est quelque chose qui est complètement nébuleux, qu'on n'arrive pas presque à expliquer scientifiquement, quoi, alors que c'est très clair. Ouais, c'est vrai. Euh, Bon, clairement. c'est un trouble alimentaire lié à une surexploitation du stress chronique. Et donc voilà, le but c'est de partager ça de, et pour pas que ça arrive, de revenir dans l'instant présent et le détachement et se protéger, pour se protéger. Et encore une partie qui compose ton actualité, qui te compose toi en tant que personne, c'est toute la partie sur les reportages que tu as pu créer. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus, concernant également ton rapport à la nature. Eh ben, je dirais que à partir du moment où on est dans l'eau, j'ai pu voir aussi l'évolution environnementale. La prise de conscience aussi sur le réchauffement climatique, mais c'est aussi sur les populations de poissons, sur les vagues de plastique. Moi, c'est ça que j'ai pu être témoin, c'est ça que j'ai pu voir, qui est triste aussi. Parce étant donné qu'en France, on dégage nos détritus et voire même on les envoie à l'étranger, au final, c'est à l'étranger qu'on voit le plus de dérèglements climatiques. Donc, on ne le voit pas forcément ici et c'est dommageable parce que du coup, les gens, c'est comme s'ils ne se sentaient pas vraiment concernés. Donc, le fait d'être en apnée et puis d'observer son environnement, forcément, on y est un peu plus sensible. On le voit un peu plus. Après, le fait de le partager en images, c'était aussi un moyen de sensibiliser les gens aussi sur des choses qui sont moins connues, comme les lacs d'altitude. On a fait une série avec mon frangin qui s'appelle Là-haut, comme Là-haut sur la montagne avec EAU. Ouais. Euh, et c'était aussi pour dire, bah ouais, ben, l'eau, elle descend de nos montagnes. Et tout ce qui descend de nos montagnes arrive forcément à un moment donné dans nos dans nos robinets et le fait de prendre conscience du dérèglement climatique fait que tu prends plus conscience que l'eau des montagnes arrive forcément, enfin l'impact environnemental, enfin les lacs sont impactés au niveau environnemental et en ascendant on récolte ce que l'on sème, donc la fonte, les microplastiques, tout ça arrive maintenant vitesse grand V et le but c'était de partager ça pour le simplifier aussi, pour rendre accessible à tous la compréhension de ce système. Donc mon frère qui est plongeur hydrobiologiste, hein, je précise, Ok. et, parce que j'ai pas tout le retour, le background scientifique à part mon frangin. Et le but c'était de montrer aussi cette fragilité, puis cette beauté aussi, cette beauté de ces milieux, la beauté de ces milieux. Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, d'autres projets que tu as en tête? Ouais, il y a d'autres images qui sont en tête. En ce moment, il y a je suis à Paris principalement pour démarcher des partenaires pour proposer les images qu'on va faire et financer Mathias Lopez, mon caméraman, Ok. avec qui je collabore depuis 2015. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un storytelling et un suivi sur toute ma saison sportive. Et également avec un projet documentaire, mais qui sera cette fois-ci sûrement lié au bienfait de l'apnée à tous les niveaux. Voilà.
Donc, sur l'aspect psychique, mental, émotionnel. J'en dis pas plus, mais en tout cas, on a ce projet en tête. Et puis de partager aussi des idées, des tips sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la nature et quel est le rapport que tu entretiens avec la nature et qu'est-ce que la nature t'apporte dans ton bien-être à toi? Bah, déjà, on parlait des connexions, le fait d'être en pleine nature. Cette reconnexion nous permet de nous oxygéner déjà. Il y a plus d'oxygène dans les forêts. Donc ça, c'est un peu plus terre à terre. Mais après, elle est importante parce que bah déjà je vais faire une petite anecdote concrète parce que ça parle plus, mais on est comme des piles. On a des polarités et on a besoin d'être rechargé en fait. Et le fait d'être pieds nus par exemple dans la forêt, ben, ça nous recharge parce que il y a des connexions magnétiques et on a besoin d'être rechargé. Si on est isolé entre quatre murs en béton toute la journée avec du wifi de tous les côtés, malheureusement nos ondes, les ondes et l'isolement nous empêchent de pouvoir booster notre système. On est un système qui est quand même connecté à un champ magnétique. On est tous les connexions nerveuses se font avec quoi? Se font, c'est presque l'électro, hein. Oui. Donc voilà. Et il faut avoir cette connexion à la nature. Pour moi, elle est indispensable. Donc que ce soit l'eau, parce que c'est un conducteur, ou à travers la forêt, la nature, c'est des choses qui sont essentielles. Et même pour notre conscience. Parce que on est beaucoup plus conscient dans la nature, évidemment, vu qu'on est plus oxygéné et puis plus connecté. Donc elle est indispensable. Ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis et je te rejoins à 10 000 parce que de plus en plus j'ai ce rapport à la nature qui évolue à l'intérieur de moi et récemment j'ai participé à un stage Wim Hof où ça m'a complètement réouvert l'esprit là-dessus où j'ai besoin de me reconnecter à des choses simples comme marcher en pleine forêt ou marcher en montagne, voilà, reprendre ce contact naturel. Ça permet vraiment de se recharger, d'améliorer ma santé physique mais surtout ma santé mentale. Donc je te rejoins à 10 000. Dans cette dernière partie, on va attaquer les questions tac au tac. Donc, je vais te poser différentes questions et le but c'est que tu puisses répondre avec le moins de temps possible afin de me donner les réponses les plus instinctives possibles pour toi. Pour toi, c'est quoi la routine matinale parfaite? La routine matinale parfaite. Alors, il y a plein de gens qui me posent la question. Euh, Pas vraiment. En fait, je t'avoue que des fois, voilà, je me réveille, je fais mon truc. Après, c'est plus avant perf. Avant perf, oui, j'ai un protocole. Je me lève, je me mets de l'eau sur le visage pour me réveiller. C'est pas très, voilà, c'est très basique, hein. Je vais dans la cuisine, je commence à préparer mes petits trucs, mes boissons de réhydratation. Mon avoine pré-performance. Après, je vais faire mes étirements. Je vais méditer. Je peux méditer aussi. Je peux être amené à méditer. Là, je le fais plus trop. Mais sinon, je peux visualiser mes plongées tout en me stretchant, en m'étirant doucement. Et puis, en fait, je me donne pas trop de routine. J'ai une routine, on va dire, d'assouplissement et de stretching, évidemment, pour me lever le matin, mais j'ai pas forcément de routine précise en disant voilà, je fais tel truc, je vais lire mon livre, ouais. J'avais essayé de faire une espèce de routine comme ça, mais je pense que je fais déjà suffisamment de choses toute la journée qui est déjà très routinier sans forcément rajouter encore le matin. Après, oui, c'est sûr que de se réveiller en faisant une petite méditation et respiration, c'est ultra important, c'est ultra bon. Ton dernier livre lu, Le dernier livre de Joko, enfin un des livres de Joko, voilà, sur la nutrition. ta citation ou ton mantra préféré? Si, il y en avait un que je retiens et que j'avais posté sur LinkedIn il y a quelques temps et que j'adore. Souvent, c'est la phrase de Mike Horn. Il suffit de 5%. Si on attend 95% des réponses pour partir, on part jamais. Il faut juste en avoir 5% pour pouvoir commencer à avancer. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est qu'à un moment donné, faut se lancer et qu'importe, faut lâcher les peurs et y aller. De toute façon, on va apprendre sur le tas. L'autre question c'est quel est ton mouvement ou ta pensée pour booster ton énergie? La respiration, un bon coup de respiration et aller courir.
Voilà, juste par le nez. Respiration nasale par le nez, expiration profonde et aller courir. Ça booste, ne serait-ce que 10 minutes, déjà, c'est génial. Et donc la dernière question, c'est dans le cadre du podcast et dans le but d'apporter du contenu à la communauté, vers qui tu pourrais me recommander pour un prochain épisode du podcast? Ouais, il faut pas que ce soit un athlète en apnée, il faut que ce soit peut-être un peu différent, hein. Je sais pas, j'ai vu que tu avais mangé chez un chef étoilé. Ah oui, bah moi je pensais à des sportifs, mais en fait, si tu dis ça, ouais, carrément. Ah Eric, là, euh, carrément, Eric, magnifique, magnifique personne. Et puis en plus, il a vraiment, là, il travaille avec un préparateur, enfin, il a travaillé avec mon préparateur mental. mhm. Il a vraiment a été loin dans la recherche, dans la démarche. Il a travaillé énormément sur la méditation et il a fait des progrès incroyables ces dernières années en cuisine. Là, il chope des notes avec son coach qui sont juste dingues en plat. Et je pense que à l'avenir, on va en entendre de plus en plus parler. Ouais. Donc, Eric Prowalski. Bah écoute Stéphane, vraiment un grand merci pour ta disponibilité. On arrive à la fin de cet épisode, de cet échange qui a été super riche. Vraiment un grand merci. Il y a plein de choses à retenir et j'espère que les personnes qui écouteront cet épisode pourront se les approprier et faire en sorte d'améliorer leur santé et leur bien-être grâce à notre belle discussion. Et la dernière chose, c'est où est-ce qu'on peut éventuellement te retrouver, donner tes différents soit sites internet, page Instagram, où est-ce qu'on peut t'aider? Alors, bah, on peut me suivre déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, sur ces réseaux-là. Après, on peut me contacter directement par ces réseaux ou par mon site internet également, stéphanetoureau.com. Et que ce soit pour du partenariat ou des sollicitations entreprises, évidemment, avec grand plaisir. Surtout que j'aurai plus de disponibilité sur Paris prochainement et sur la France pour l'année prochaine. Voilà les B-Minders, on est à la fin de ce deuxième épisode de B-Mindset. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous pourrez prendre à l'intérieur de cet épisode tout le contenu qui vous semble le plus utile et le plus pertinent pour améliorer votre santé, votre bien-être et vos performances. Vous pourrez retrouver Stéphane donc sur ses pages Instagram, Facebook, LinkedIn, mais également sur son site internet. Et je vous invite à rester connecté, à bien sûr commenter si vous ressentez le besoin de commenter cet épisode, à liker et à partager autour de vous le B-Mindset programme du podcast. Et puis n'hésitez pas à mettre une petite note et à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis rendez-vous très vite.